Bonjour à tous, alors aujourd'hui une vidéo sur les techniques et les contre-mesures qui peuvent être prises lors d'une traque, d'une fuite ou d'une poursuite. Alors on va voir ensemble les mesures qui vont nous permettre de disparaître lorsqu'on est poursuivi dans un environnement naturel à pied. Alors on parle quelquefois de contre-pistage, mais ça rejoint surtout toutes les techniques d'infiltration. Alors évidemment, encore une fois, il y a beaucoup à dire, beaucoup d'expérience à acquérir en la matière. Et une vidéo de quelques minutes ne suffira pas à couvrir le sujet. Dites-vous bien qu'en intégrant quand même l'ensemble des éléments que je vais présenter ici, vous serez déjà largement mieux armé que la moyenne pour affronter ce genre de situation. Et sachez qu'il est franchement difficile de suivre les traces de quelqu'un qui a bien intégré les fondamentaux qu'on va voir aujourd'hui. Alors je vais préciser le contexte de départ. Vous avez un point de tension maximum, un incident, quel qu'il soit. Donc c'est pas le sujet ici, je ne vais pas le traiter. Vous arrivez à vous en extirper, seul ou en groupe. À partir de là, vous êtes en fuite avec éventuellement une équipe de recherche à vos trousses. Donc évidemment, il va y avoir d'innombrables situations, notamment selon votre équipement, l'environnement et la structure des équipes de recherche. Alors évidemment, on ne pourra pas tout aborder, mais on va voir à partir de cette situation la conduite générale à tenir. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de camouflage, de furtivité. Donc en ce qui concerne la tenue, je suis avec la tenue qui permet une bonne circulation, une tenue appropriée pour la circulation en forêt. Bien entendu, dans la réalité, si on est pris au dépourvu, on pourra se retrouver avec un équipement différent, inadapté, donc ça sera un handicap supplémentaire. Mais toutes les techniques qu'on va voir restent valables et utiles. Et de toute façon, c'est le type de situation où on est dans un processus d'adaptation permanent. Alors c'est ici qu'un minimum de préparation pourra vous être utile. Chez vous, dans votre véhicule, n'importe où que vous soyez, un sac bien organisé, bien pensé, fera bien sûr la différence si vous avez pu le récupérer. Alors les premières minutes, les 10-15 premières minutes sont le plus souvent déterminantes lorsque vous êtes sur un incident vraiment dynamique, c'est-à-dire un incident, le cas où les recherches qui vont se concentrer sur vous et votre groupe vont démarrer très rapidement. Alors en règle générale, dans un premier temps, vous n'aurez pas affaire à des spécialistes de la recherche humaine. Donc il y a souvent un temps de latence de leur côté et au mieux une attention maximum de la part des poursuivants qui va durer entre 10 et 15 minutes. Dans un premier temps, il va y avoir souvent un abandon provisoire des poursuites et les consignes vont normalement être de figer la situation. Donc c'est une généralité, mais la première chose à savoir donc, c'est que lorsque vous êtes poursuivi, il va falloir utiliser ce premier quart d'heure à votre avantage. Alors on va le voir un peu plus tard, mais dans ce genre de situation, on est en permanence tiraillé entre deux modes de déplacement à pied. Le premier rapide qui laissera de nombreux indices sur une piste facile à suivre. Le second lent mais qui pourrait être très discret, très difficile à suivre quand on applique les bonnes techniques. Alors s'il existe un moment où on va choisir la rapidité en termes de mode de déplacement, c'est souvent ces 15 premières minutes qui sont importantes. Donc là vous avez bien sûr une notion de forme physique qui intervient. Et plus vous êtes entraîné, meilleures seront vos chances, bien entendu. Donc je vous conseille le test de Cooper qui se fait sur une douzaine de minutes et qui vous permettra de voir à peu près où vous en êtes. Pour le moment, déplacement rapide, piste facile à relever, objectif, prendre de l'avance. Alors une chose à avoir en tête, une chose importante, lorsque vous êtes traqué, c'est une course contre la montre. Donc l'objectif principal lors d'une traque, c'est de mettre le plus de temps possible, la plus grande distance possible entre vous et vos poursuivants. Tout ça en sécurité bien sûr. Donc ça c'est l'élément principal qu'il faut garder en tête en permanence. Un des moyens d'y parvenir va être de faire douter les pisteurs le plus souvent possible, de façon à les ralentir dans leur progression. Il va falloir mettre tous les moyens de télécommunication hors service, si ce n'est pas déjà fait. Alors vous êtes à pied, vous n'avez pas le choix. Pour prendre l'avantage, il va falloir amener l'adversaire sur votre terrain. À partir de maintenant, on va éviter tous les chemins, les pistes carrossables et les zones dégagées. On va même éviter de cheminer parallèlement aux pistes carrossables. Et on cherchera un maximum les perpendiculaires à travers la végétation.
Alors pour cette partie du cheminement, comptez environ 50 minutes de marche pour 10 minutes de repos, lorsque c'est possible. Alors c'est un rythme classique qui va vous permettre de tenir longtemps, même si vous êtes en groupe et mal entraîné. Donc dans ces conditions, il faut savoir qu'on fait environ maximum 5 km par jour. Alors là, typiquement, on est dans une situation asymétrique. Donc plus la zone va être encombrée, et plus vous serez à votre avantage. Donc là, il va falloir passer en mode rustique, le plus rustique possible, de façon à ce que peu de personnes ne puissent vous suivre. Alors à partir du moment où on estime qu'on a pris un peu d'avance, on va commencer les déplacements techniques. Donc ce sont des déplacements qui vont être un peu plus lents, mais qui vont être beaucoup plus difficiles à suivre. Alors en temps normal, en règle générale, quand vous ne vous sentez pas en danger, faites régulièrement une courte pause, suivant la profondeur de champ que vous avez. Si vous y voyez à 30 mètres, stoppez tous les 30 mètres, évaluez la situation. Si vous voyez à 200 mètres, stoppez quelques secondes tous les 200 mètres, de façon encore à évaluer la situation. Donc quand vous stoppez, observez, ayez tous vos sens en alerte et déplacez-vous lentement, de façon à ne pas vous faire repérer. Au bout d'un certain temps, plus vous allez vous enfoncer dans la végétation, et plus votre rythme cardiaque va se normaliser. Les effets de l'adrénaline vont s'estomper. Donc vous allez pouvoir ralentir le rythme et vous focaliser sur la furtivité du déplacement. Donc maintenant, l'objectif, c'est d'éviter les traces et de fondre dans le paysage. Alors maintenant, il va falloir observer une discipline extrême, surtout en groupe. Vous devez vous concentrer. Pas de bruit, pas de lumière, pas de reflets, pas de déchets, pas de crachats, pas de traces, pas d'odeur. Donc pas d'odeur, c'est on enterre tous ces déchets, tous ces besoins, on ne fume pas, le feu est interdit, sauf en cas extrême, d'extrême urgence pour de l'hypothermie. Alors pour les déplacements, on utilise les commandements au geste, on vérifie les sacs aussi de façon à ce qu'il n'y ait aucun bruit, aucun reflet pendant la marche. Donc là on est dans du déplacement tactique. Donc pour les arrêts, on va se mettre à couvert de façon à être masqué sur 360 degrés si possible. On cherche une zone qui ressemble aux autres. Un lieu qui semble quelconque dans l'environnement. Pas un bosquet au milieu d'une prairie par exemple. Une zone qui va nous permettre aussi de lever le camp dans plusieurs directions. Donc si la zone n'est pas arborée, on sera obligé de tabler sur du camouflage. Alors en groupe, on répartit les charges s'il y en a, suivant les capacités de chacun, évidemment. Donc on évalue aussi rapidement les problèmes médicaux si on en a. Donc c'est aussi le moment de se focaliser sur les pieds. Donc il faut prévenir vraiment absolument tous les risques de blessures. Donc à partir de ce moment-là, vos pieds vont être vraiment le centre de l'action. Donc il faut en être conscient. Alors au sujet des groupes, il y a des avantages et des inconvénients. Au-dessus de 3 personnes, la discrétion commence vraiment à être difficile et la signature de votre passage beaucoup plus facile à relever. Alors en revanche, on sera mieux armé évidemment pour se sécuriser et puis pour l'assistance mutuelle. Donc l'expérience montre que c'est le binôme qui est le plus efficace dans les situations d'infiltration. Alors il est temps de se camoufler maintenant avec ce qu'on a à portée de main. Donc si on a la chance d'être équipé, c'est bien. Sinon le charbon, récupéré sur un vieux feu de camp, l'argile sont les moyens habituels, classiques, qu'on utilise dans la nature. Si vous avez un briquet ou des allumettes, vous pouvez aussi, avec le noir de fumée ou même des allumettes complètement calcinées, vous barioler. Donc on gère le visage et les mains. Très important, visage et mains. Donc noir de fumée, charbon, très bien. Alors là, en quittant la zone, on fait en sorte de ne laisser aucune trace du passage, notamment pas de trace de notre matériel si on en a. Encore moins laisser du matériel sur place. Alors plus on laisse d'indices derrière nous, et plus les poursuivants vont apprendre à nous connaître et vont adapter leur travail. Donc on va chercher notamment à savoir comment vous êtes équipé, de façon à évaluer votre autonomie, mais aussi dans quelle mesure vous présentez un danger pour l'équipe qui vous traque. Alors on va chercher aussi à savoir si vous avez pu vous reposer ou vous alimenter, de façon à déterminer votre potentiel. On va voir aussi, on va essayer de chercher à savoir si vous avez des blessures,
de façon à savoir si vous allez être ralenti, voire même si vous allez changer d'objectif rapidement, ce qui peut être favorable ou voire dangereux pour les personnes qui vous traquent. Donc suivant les cas de figure, dans tous les cas, vous pouvez être sûr et certain qu'une attention particulière sera portée à votre lieu de repos s'il est découvert. Alors maintenant, on va regarder les empreintes laissées au sol et plus largement l'identification de la démarche de l'individu qui est le principal sujet des opérateurs pisteurs. Alors il faut savoir que le modèle de vos chaussures va être scrupuleusement examiné et ça va renseigner sur vos capacités de déplacement sur le terrain, votre préparation technique, peut-être même votre préparation physique, votre aguerrissement, mais aussi sur votre profil psychologique. Alors si vous avez affaire à des équipes professionnelles, il va y avoir de leur côté la recherche de traces de référence. Donc il va falloir trouver des traces nettes qui vont être photographiées, dessinées, avec toutes leurs particularités. Donc la pointure, la longueur du pied, la largeur du pied, la longueur du pas, la largeur du pas, l'angle du pas, le coup de talon, etc. Tout va être analysé. On pourra même repérer les troubles de la marche chez un individu en particulier. Ça permettra de déterminer le nombre d'individus dans le groupe et éventuellement de les recenser. Alors pour les relever, on va utiliser des bombes de peinture pour mettre en relief les traces ou des lumières rasantes de différentes couleurs suivant la nature du sol. Alors si vous n'avez pas le matériel, vous pouvez vous mettre aussi à ras du sol et utiliser le soleil de façon à bien analyser les traces. Alors on peut analyser la dynamique de l'empreinte et suivant la nature du sol, le chargement, la fatigue de l'individu, vous aurez des caractéristiques différentes. Alors si vous courez, que vous trottinez, vos traces seront moins identifiables qu'à la marche. Donc lorsqu'on marche, on commence par imprimer le talon. Donc c'est le premier impact au sol. Ensuite, vous avez la bascule du pied, puis la poussée des orteils. Donc ça, c'est la phase de propulsion. Donc c'est le schéma qui laisse le plus de traces au sol, la marche. Et en principe, ce sont les traces de talon sur lesquelles on va collecter le plus de renseignements. Donc lorsque vous trottinez, vous êtes en course. Il y a beaucoup moins de phases d'appui et les appuis se concentrent beaucoup plus sur l'avant du pied. Alors sur les zones où les empreintes vont être très visibles, si vous voulez perturber les pisteurs et garder une bonne cadence, mettez-vous au pas de course, vous serez beaucoup moins bien identifié. Donc ce sera beaucoup plus difficile de faire correspondre les empreintes de référence avec ce type d'empreinte. Alors il faut bien comprendre que pour un pisteur, le plus important c'est de vérifier ses hypothèses et de voir en permanence, de vérifier en permanence si sa piste est la bonne. Le gros écueil pour un pisteur, c'est d'être dans le flou. S'il se trompe, il peut faire perdre des heures précieuses à toute une équipe, plusieurs heures. Donc plus il sera dans le flou, plus il cherchera à vérifier ses hypothèses et plus son équipe sera ralentie. Alors en ce qui concerne les techniques de tromperie, les ruses, il y a la technique de la marche en marche arrière, évidemment. Alors attention, ce sont des empreintes qui sont souvent faciles à déterminer par les pisteurs, par les professionnels, parce que la bascule du pied se fait à l'envers de la bascule naturelle. Donc ça se voit quand on sait ce que l'on recherche. Pire, lorsqu'un pisteur retrouve ce type d'empreinte, il sait qu'il a affaire à des fugitifs, voire des gens mal intentionnés. Du coup, il va redoubler de vigilance et généralement orienter ses recherches en particulier à 180 degrés par rapport à la direction indiquée par les empreintes. Alors une autre technique plus difficile, voire impossible à détecter, peut se faire avec du tissu ou des bonnes chaussettes remplies de végétaux
et que vous enfilez autour de vos pieds, pas autour des chaussures. Parce qu'autour des chaussures, avec des chaussures de ce type, c'est impossible de mettre des chaussettes. Il faudrait des sacs en tissu ou en plastique. On n'en dispose pas souvent. Alors ces traces, quand vous le faites bien, autour des pieds, remplies de végétaux, elles sont très difficiles à interpréter. En tout cas, elles sont extrêmement loin des traces de référence. Donc pour un pisteur, c'est très difficile à déterminer. Et donc c'est un moyen efficace, mais il faut absolument enlever les chaussures. Alors si vous arrivez à marcher ne serait-ce que sur 500 mètres avec cette ruse, et que vous la combinez avec d'autres précautions, vous avez 99% de chances de semer vos adversaires. Sinon pas de chien, et si la zone ne marque pas trop, même si ce sont des professionnels. Pour en finir avec ces ruses, j'ai vu aussi sur les zones tropicales des chaussures en feuilles de bananier ou d'autres végétaux qui sont très efficaces, très difficiles à interpréter suivant comment c'est fait. Alors, avec un bâton maintenant, il est souvent plus facile de passer à travers la végétation sans abîmer les plantes. Alors, très important maintenant, il va falloir vraiment faire attention à ne pas écraser les brindilles, à ne pas couper les branches surtout, ne pas arracher les feuilles, ne pas arracher la mousse et les lichens. Alors, il y a un principe général à connaître, c'est que moins vous êtes équipé, plus vous êtes fatigué, moins vous êtes aguerri, et plus vous rechercherez la piste de moindre résistance. Alors c'est normal, hein, on cherche tous à s'économiser, et que ce soit côté tracker ou côté individu poursuivi, on aura tous tendance à cheminer à peu près sur les mêmes zones. Alors ici par exemple, je suis en pleine forêt, mais vous avez une belle coulée animale qui me permet d'être beaucoup plus rapide, de marcher sans encombre. Si vous êtes suivi, ayez ça en tête de façon à utiliser un itinéraire qui ne soit pas téléphoné. Donc plus vous innoverez dans votre cheminement, sans que ce soit handicapant bien sûr, et plus les pisteurs, encore une fois, seront déstabilisés. Alors attention, quand on arrive sur des zones de cours d'eau, les zones sont souvent pentues, vous avez tendance aux glissades, c'est des zones qui sont souvent très examinées aussi par les pisteurs. Pour les déplacements dans les cours d'eau, on évitera évidemment de casser les branches et de déplacer les pierres. Alors dans ces conditions, on peut rester sans manger une semaine sans problème. Vous serez fatigué mais vous continuerez à marcher. En revanche, dans les conditions de stress et de course à pied, vous serez obligé de vous ravitailler plusieurs fois par jour en eau. C'est classique et c'est obligatoire. Donc soyez conscient que sur ces zones, vous avez toujours un risque. Ce sont des zones qui sont souvent fréquentées, voire quelquefois même surveillées. Donc toujours dans ces conditions, la meilleure technique, ce sont les pastilles de purification qui sont rapides et efficaces. Tant que vous êtes sur une zone argileuse, n'hésitez pas à réactualiser votre camouflage. C'est toujours quelque chose d'important. Alors au niveau des cours d'eau, il y a toujours souvent possibilité de créer des fausses pistes ou de brouiller les pistes. Il faut savoir qu'un pisteur qui suit une piste et qui arrive sur un cours d'eau est devant trois possibilités. Soit vous vous êtes ravitaillé et vous avez repris votre cheminement, soit vous avez traversé le cours d'eau, soit vous avez emprunté le lit du cours d'eau. Donc sur ces points névralgiques, il est assez facile de créer une fausse piste sans perdre trop de temps.
Dans les zones vallonnées, on essaie de marcher environ aux 2/3 de la déclivité, de façon à être le moins visible possible et à se laisser la possibilité de se mettre à couvert soit vers le bas, soit vers le haut assez rapidement. Alors il ne faut jamais marcher sur les lignes de crête où on a le profil qui se distingue, qui se découpe nettement. Lorsqu'on n'a pas le choix pour traverser une zone découverte, on abaisse au maximum son profil et s'il faut, on fait du ramping. Sans JVN, sans matériel pour la vision nocturne, les déplacements par nuit noire, même dans la forêt de nuit, sont impossibles, voire quasi impossibles. Donc on va privilégier l'aube et le crépuscule, mais on aura rarement intérêt dans ces conditions à rester sur zone, sur place, arrêté toute une journée. Alors au sujet des chiens maintenant, on le sait, ils sont quasiment imbattables sur le plan de l'odorat. Et la meilleure manière pour brouiller les pistes suivies par un chien, c'est de marcher dans un cours d'eau, dans l'eau, dans le lit d'un cours d'eau, le plus longtemps possible. Ensuite à terre, là où les chiens seront le moins performants, ce sont les bandes rocheuses et les routes goudronnées. Toujours au sujet des chiens pisteurs, donc le chien en milieu naturel est très rapide. En revanche, il va être obligé de se caler sur la vitesse moyenne du maître chien. Donc c'est un phénomène qu'on peut exploiter. L'objectif, ça va être d'être plus rapide que le maître chien. Et ça, c'est souvent possible. Si vous êtes sur une zone encombrée, un petit peu chaotique comme ici, et que vous avez le temps, vous pouvez aussi faire quelques mouvements erratiques. Donc vous pouvez jouer sur la perte de confiance du maître chien envers son chien. Donc le maître aura tendance à penser que son chien a perdu la piste. Pour contrer le matériel à imagerie thermique, tous les masques, tous les couverts sont bons dans la mesure où ils sont suffisamment denses. La meilleure protection naturelle dans ce cas-là étant les rochers, les grosses pierres qui emmagasineront beaucoup de chaleur pendant la journée, dans lesquelles on va pouvoir éventuellement se faufiler. Alors, en règle générale, plus vous vous déplacerez sur des zones chaotiques et plus votre signature thermique sera atténuée. Globalement, pour qu'une signature thermique soit exploitable, il faut une vision directe sur l'objectif. Donc la nuit, le thermique fonctionne vraiment très bien que maintenant en journée on ait des bons résultats aussi. Alors il faut normalement être à couvert la nuit et le plus statique possible. Quand vous avez affaire à ce type de matériel, surtout quand vous avez affaire à du matériel qui est embarqué sur les véhicules, qui est vraiment très performant. Camouflez-vous avec un poncho ou un tarp combiné avec du feuillage naturel, donc c'est souvent efficace, surtout si vous ne vous y collez pas. Il faut absolument laisser un espace entre votre corps et le masquage. Ne bougez pas et vous serez souvent indétectable, au moins un certain temps. Vous avez les combinaisons antithermiques aussi, les couvertures antithermiques qui ont quelquefois de bons résultats mais qui ne sont pas efficaces pour éliminer la signature à 100%. En résumé, pour la vision nocturne classique, le camouflage reste suffisant. En revanche, pour les systèmes thermiques et pire hybrides, la partie est plus aléatoire. Donc lorsqu'on est faiblement équipé et qu'on n'a pas de matériel technique supplémentaire, la possibilité d'une détection va rester importante et il faudra en accepter le risque. Alors, le gros sujet du moment, c'est les drones. Il y a de plus en plus de drones, à imagerie thermique en particulier. Très difficile à éviter. Alors, on utilise les mêmes moyens, mais il faudra absolument une couverture au-dessus de la tête, une couverture sur les 3 dimensions. Le problème, c'est que vous resterez toujours dans l'incertitude parce que ce matériel est de plus en plus performant, quelquefois vraiment difficile à évaluer. En revanche, si vous avez la chance de rencontrer de fortes pluies, vous pourrez circuler parce que les drones, normalement, pour l'instant, sont encore souvent hors service quand il y a des conditions météo difficiles.
Tant que vous resterez dans un mode de déplacement furtif, évitez toute rencontre humaine, passez loin des habitations et fondez-vous dans l'environnement.